Ancienne conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président Macron, elle est désormais le visage de l'Institut du monde arabe qui fêtera l'année prochaine ses 40 ans. Celle qui fut aussi consul général à New York, ambassadrice de France au Koweït, a succédé à Jack Lang après sa démission en février. Elle parle arabe, elle est réputée fine connaisseuse de la région et garde de fait un pied sur le terrain diplomatique aux côtés d'Emmanuel Macron en Syrie début juillet ou encore de Sébastien Lecornu il y a quelques jours au Maroc. Bonjour Anne-Claire Legendre. Bonjour Bérangère Bonte. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des matins d'été. Alors, oyez, bonnes gens, il y a une grande nouvelle qu'on n'attendait plus. Retardée de mois en mois, l'inauguration de l'Institut du monde arabe a lieu aujourd'hui, 30 novembre, en présence du président de la République. Alors, Jean Nouvel est aujourd'hui l'invité de Culture Matin. Bonjour Jean Nouvel. Bonjour. Vous venez aux aurores. Racontez-nous comment vous avez eu l'idée de mettre en scène une des spécificités de l'Institut du monde arabe, sa bibliothèque. L'Institut du monde arabe, c'est au bas des boulevards Au bas du Saint-Germain, boulevard Saint-Germain, quai Saint-Bernard, face à la Pont-de-Sully Seine. et face à l'île Saint-Louis. Bon, alors, Il fallait trouver absolument un signe d'arabité fort qui marque ce bâtiment, pour qu'on le confonde pas avec un immeuble de bureau ou le centre de la sécurité sociale. Donc, on a essayé de développer l'aspect bibliothèque en tant que symbole, et on a eu l'idée donc de les faire promener dans le paysage parisien pour aller chercher ce livre. alors d'où l'idée de la tour à livres. D'une tour de livres qui ressemble finalement à une sorte de ziggourate, qui pour les Arabes est une référence presque directe au minaret de la mosquée de Samara. Voilà, certains auront reconnu sans doute la voix de Jean Lebrun, présentateur de Culture Matin. On est en 87 pour l'inauguration de l'IMA. Et Jean Nouvel, évidemment, l'architecte. Ziggurat, ça vous parle? C'est pas un piège? Non, Nous, non, on a cherché. ce n'est pas un piège. Et puis l'autre phénomène, évidemment, dont tout le monde se souvient sur ce bâtiment, c'est évidemment les mouches arabiées, qui Ouais, sont le ouais. deuxième signe d'arabité de ce bâtiment. Ziggurat, je le dis parce qu'on a cherché ce matin, en entendant cette archive, qui est un édifice mésopotamien à degrés, c'est-à-dire un empilement de plusieurs terrasses hautes, supportant probablement un temple construit à son sommet. Voilà pour le petit point vocabulaire. Quand on y est tous les jours dans ce bâtiment, c'est particulier, c'est un bonheur, j'imagine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rentrez dans ce bâtiment incroyable tous les jours? Bah, ce bâtiment, il est tellement iconique pour tous les Parisiens et pour tous ceux qui le connaissent, que c'est très émouvant d'y être au quotidien. C'est émouvant aussi de continuer de croiser des étudiants en architecture qui viennent l'étudier et donc que l'on croise aussi dans les couloirs et toujours dans la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est pour moi un lieu que j'ai fréquenté quand j'étais étudiante en arabe. Donc je connaissais ce lieu de l'intérieur, de cette fameuse tour des livres que décrit Jean Nouvel dans votre archive. Et c'est donc particulièrement émouvant, impressionnant. C'est une fierté évidemment Mmh. que d'y officier tous les jours avec toute l'équipe. Ça fait 5 mois que vous êtes, à la tête de l'Institut du monde arabe. Les week-ends sont un peu plus calmes qu'à l'Élysée, j'imagine? Un peu plus calme. Trop? Non, pas du tout. Les soirées sont aussi, plus, festives probablement qu'à l'Élysée, puisqu'on a toute une programmation culturelle, extrêmement riche qui nous amène quand même à être, sur le terrain, tous les soirs et souvent le week-end. Les équipes sont là évidemment pour animer, aussi le musée, les Ouais. expositions et tout le centre Je culturel. dis ça parce que l'Élysée, évidemment, c'est un quotidien plein d'adrénaline en permanence et cetera et greffé au portable 24 heures sur 24. Là, c'est plus le cas, parce que vraiment, c'est ce que vous avez vécu. Enfin, la transition se fait, heu, avec bonheur? La transition s'est faite très rapidement compte tenu des Mmh. circonstances, de ma nomination. Elle s'est faite avec bonheur parce que, moi je vivais cette adrénaline depuis quand même un très grand nombre d'années. Avant l'Élysée, c'était le porte-parole là du Quai d'Orsay où on est là aussi accroché son téléphone portable et puis d'autres fonctions où on l'est tout autant, que ça soit au conseil de sécurité ou ailleurs et d'arriver
à prendre un pas de recul, c'est aussi particulièrement important, je pense, dans un moment de très grande conflictualité, dans cette région et donc de pouvoir, depuis l'Institut du monde arabe, adopter une autre attitude, pour moi, c'est une forme de continuité, même si elle s'inscrit en effet, dans une autre, modalité d'action. Pourquoi avoir voulu passer comme ça de l'ombre à la lumière? On vous disait discrète, pour pas dire timide. Et vous voilà à inaugurer, à présider l'inauguration de l'Expo Byblos avec le président de la République d'un côté, Ghassan Salamé, ministre libanais de la culture de l'autre. C'est Vous allez un peu contre votre nature? Oui, je pense pas que je ne me serais imaginé à cette position, il y a quelques années. Mais la diplomatie, c'est aussi un métier où on représente, l'État. Donc ça m'est arrivé quand même à certains dans certains nombres de fonctions à New York, au Koweït, comme porte-parole du Quai d'Orsay, où je suis venu régulièrement sur vos antennes. Donc, en effet, dans l'ombre des décideurs, puisqu'on est toujours, en tant que haut fonctionnaire, le conseiller ou celui qui conseille, mais pas celui qui décide. Et là, c'est là qu'il y a un changement, en effet, à l'Institut du monde arabe. Mais pour moi, il y avait vraiment une continuité, d'action au sens où, je me suis aussi confronté aux limites de la diplomatie, telle qu'elle est pratiquée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand vous travaillez sur le Moyen-Orient qui est, traversé par une, forme de conflictualité quasi permanente, Mmh. depuis 20 ans, vous constatez aussi qu'il y a, toute une série de questions qui ne relèvent pas uniquement, des intérêts, mais qui relèvent aussi des émotions, des imaginaires, des narratifs et que finalement, au bout voilà, de 30 ans d'échec du processus d'Oslo, par exemple, on se dit qu'il est nécessaire de pouvoir trouver des terrains, qui produisent des imaginaires nouveaux. Mais c'est-à-dire que vous vous dites que vous serez plus utile et que, le dialogue, avancera davantage à ce poste-là qu'au Je Quai je d'Orsay ou à l'Élysée? C'était pas une question d'être plus utile, je pense que c'est complémentaire. Et je pense qu'on a besoin de nouveaux imaginaires, on a besoin de construire des narratifs ensemble et on voit bien que c'est aujourd'hui ce qui manque profondément à cette région, que ce soit évidemment dans un conflit aussi ancré dans l'histoire que l'est le conflit israélo-palestinien, mais que ce soit aussi, dans le rapport à l'histoire, par exemple. Je pense au Liban qui est à nouveau, l'objet d'un conflit, qu'il n'a pas choisi. Mais on voit que c'est aussi une résurgence, qui est aussi le produit d'une histoire, d'une mémoire qui n'est peut-être pas traitée. Mmh. Et je crois beaucoup, dans le rôle des artistes, de la culture pour pouvoir justement approcher ces questions qui sont devenues, des formes de trauma cachés et que, la diplomatie classique, a du mal à traiter. Mais vous voyez, vous parlez du Liban, et on pourrait dire un mot de l'Expo Byblos, magnifique Expo Byblos sur ce site, au nord de Beyrouth, qui incarne bien la manière dont la guerre peut interférer avec l'art et la culture. J'imagine que c'est à la fois une satisfaction d'avoir pu mener à bien cette expo malgré, les bombardements israéliens. Simplement, est-ce qu'on peut se satisfaire de garder cette seule enclave de Byblos hors de la guerre? Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a toute une série de sites, menacés au Liban. Vous savez qu'ils ont été d'ailleurs inscrits de façon, exceptionnelle lors d'une séance extraordinaire de l'UNESCO sur la Mmh. site des sites protégés. Et aujourd'hui, Tyr, qui est là aussi un site, majeur pour l'histoire de l'humanité, est directement, menacé par les bombardements israéliens. Donc c'est absolument pas satisfaisant. Ce que ça apporte en revanche, c'est le rappel que cette histoire est une histoire, commune, est une histoire qui n'est pas seulement celle du Liban, mais qui est celle de l'humanité et qu'il est dès lors de la responsabilité de la totalité de la communauté internationale que de se mobiliser pour, la préserver. Et je crois que c'est ce message que passe, cette exposition. C'est aussi un message qui rappelle à quel point, l'histoire du Liban et cette histoire de contact, de dialogue, de hub finalement, commercial, mais à travers le commerce, de liens entre nos cultures. Cette expo, elle se conclut presque sur l'enlèvement d'Europe. Enlèvement d'Europe et Europe est une princesse de la ville de Tyr qui est aujourd'hui C'est important de préciser. sous les bombardements, princesse donc libanaise, qui est enlevée par Zeus et dont finalement
finalement, la recherche par son frère Cadmos apportera l'alphabet à la Grèce et donc l'alphabet à l'Occident. Je le disais, Byblos a été épargnée pendant la guerre dans les années 70-80. Elle l'est à nouveau, corrigez-moi si je me trompe, mais depuis mars, je ne pense pas que Byblos ait été bombardée. La France parle régulièrement du Liban, elle sauve ses œuvres, mais elle fait quoi pour sortir le Liban de la guerre? Alors moi, je ne suis plus à la manœuvre sur ces questions-là, mais la France, elle a toujours été aux côtés du Liban, elle continue à l'être, dans une situation de très grande conflictualité dans la région, avec une guerre qui est subie par le Liban, qui est aussi la résultante de conflits qui se sont étendus dans la région. On voit bien que on est finalement passé d'une attaque terroriste majeure et barbare contre Israël à l'extension donc de la guerre à Gaza et désormais une conflictualité régionale avec un conflit qui s'est ouvert à l'Iran et qui a des répercussions sur le Liban. Et le Liban a souvent été dans son histoire, et c'est à nouveau le cas, la victime, je dirais, collatérale de conflits qui finalement ne lui appartiennent pas. Et aujourd'hui, on a à la fois un sujet qui est tout à fait intérieur au Liban, le Hezbollah, mais on a aussi l'implication de l'Iran et une volonté de la part d'Israël de se protéger, y compris au prix des souverainetés et de la sécurité des peuples voisins, ce qui est évidemment inacceptable, et ce sur quoi la diplomatie française continue de se mobiliser. On reviendra probablement un peu plus tard sur globalement cette situation au Moyen-Orient. Continuons à bien comprendre la façon dont vous concevez votre rôle à la tête de Lima. Au moment de la succession de Jack Lang, une source au sein de l'exécutif citée par Le Monde disait « C'est une rupture claire qui est recherchée à la présidence de Lima ». C'est quoi? Ça veut dire quoi, cette rupture? Ça veut dire qu'avec Jack Lang, nous n'avons pas tout à fait la même génération. Donc, je pense qu'il y a évidemment un changement dans l'approche que je peux apporter à Comment vous l'institution. qualifieriez cette nouvelle approche, cette rupture, hein, quand on dit rupture, c'est fort. Tout à fait. Donc je pense qu'il y avait d'abord un sujet de transparence. C'est aussi là-dessus que j'étais attendue. Donc nous avons pris un certain nombre de mesures, mis en place des règles réaffirmées de déontologie avec un référent déontologie, une charte déontologique, une plateforme de signalement, conduit un audit qui a révélé qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans les comptes de Lima. Donc ça, c'était important de pouvoir rassurer tout le monde, à la fois les équipes qui évidemment ont été profondément choquées par cet épisode, mais aussi tous les soutiens, puisque l'Institut du monde arabe est aussi bénéficiaire d'un certain nombre de soutiens des bailleurs. Et ensuite, je crois qu'il y a aujourd'hui un monde arabe qui a énormément changé, au-delà de la conflictualité qui est présente sur tous les médias. On a aujourd'hui une scène culturelle extraordinairement effervescente dans le monde arabe, avec des institutions culturelles majeures, que ce soit dans le Golfe, mais aussi au Maroc où j'étais récemment. Et je ne suis pas sûre que la scène européenne et française ait pris la mesure de cette transformation culturelle et du fait que finalement, une partie de l'imaginaire, de la façon dont la vision du monde se construit dans cette géographie-là. Et donc, il me semble que Lima doit lui faire toute sa place. Donc ça, c'est vraiment un des axes qu'on essaye de mettre en place avec les équipes en ce moment, c'est-à-dire nouer des liens directs avec ces acteurs culturels sur le terrain, que ce soit de grands festivals, de grandes institutions, le Doha Film Institute, le Mathaf, le Red Sea Festival, toute une série de musées qui désormais forment aussi une autre vision du monde et que nous avons vocation à montrer ici sur la scène française. Vous dites, l'audit montre qu'il n'y a pas d'irrégularité dans les comptes. Ça n'en fait pas un établissement à l'équilibre, c'est un établissement qui est structurellement déficitaire. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes, d'ailleurs, fin 2014, qui montrait que le modèle qui était prévu au départ, 40% du budget courant financé par les États arabes, 60% par la France, était plus respecté. Comment on fait les États arabes qui ont diminué leur contribution ces dernières années? Vous êtes là aussi pour les ramener ramener ces 22 États dans un soutien prévu au départ?
Alors, le rapport de la Cour des comptes, tout d'abord, n'est pas si négatif que ça. Il est plutôt moins que pour d'autres institutions culturelles. Mais il y a effectivement un sujet de gouvernance financière. Le schéma qui était prévu initialement en 87, comme l'archive le rappelait, c'était 60% de financement par l'État français, 40% par les États arabes. Sachant que nous avons donc 22 États de la Ligue arabe présents dans les instances de gouvernance et qui sont à l'origine de cette institution aux côtés de la France. Donc aujourd'hui, il y a une subvention qui reste pérenne de la part de l'État français, qui constitue presque 45-47% du budget, et le reste est soutenu par des ressources propres, mais également par du mécénat et par des contributions de la part des États arabes, mais qui ne sont pas régulières. C'est-à-dire qu'on a Lesquels, perdu cette forme de régularité. lesquels jouent le jeu, clairement? Alors, en fait, les États jouent le jeu en fonction de projets qui les intéressent ou en fonction d'éléments relatifs à l'institution qu'ils vont soutenir. Donc, par exemple, l'Arabie Saoudite a mis 6 millions dans la restauration des fameux moucharabiés. Le Koweït a restauré l'ensemble de la bibliothèque. Les Émirats arabes unis, le Qatar contribuent activement à toute la politique relative à la langue arabe, la traduction. Donc on a toute une série d'acteurs et nous venons évidemment de signer une nouvelle convention avec le Maroc à travers laquelle le Maroc indique sa disposition à financer l'institution à hauteur de 1 million d'euros par an. Donc on voit bien que ce sont sur la base de projets qui intéressent les États, et je pense que c'est ça qu'il faut renforcer. C'est-à-dire qu'en travaillant avec tous les acteurs culturels de la région, on peut aussi faire de la coproduction, faire du co-commissariat et donc avoir un dialogue plus en amont avec ces acteurs culturels de façon à répondre à ce que eux souhaitent aussi voir à l'Institut du monde arabe. Juste les grands travaux qui avaient été envisagés par Jack Lang, justement, les réfections des moucharabiés, etc., qui ont parfois été un peu critiqués parce que folie des grandeurs. On en est où de ça? Et on Donc, garde la même ambition? Non, les moucharabiés ont déjà été Oui, restaurés, ça oui. donc ils fonctionnent grâce à notamment le financement de l'Arabie Saoudite. Le nouveau musée est une nécessité pour l'institution. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, sur lesquels nous allons mobiliser les États arabes, mais également les mécènes et donc les donateurs privés. En deux mots, de quoi on parle On parle d'un budget total de 18 millions d'euros pour faire faire la réfection de l'entièreté du musée de Lima, puisque au-delà des expositions que nous avons une collection permanente. Et cette collection permanente s'est trouvée élargie d'une très belle donation de Claude et France Le Mans, qui compte 2000 œuvres modernes et contemporaines, et qui vient finalement compléter l'histoire que nous racontions dans le musée, qui était essentiellement une histoire dédiée aux arts de l'islam et à la partie ethnographique. Donc il s'agit, pour pouvoir mettre en valeur cette collection, de revoir le musée, de le redessiner dans sa scénographie, et aussi de retrouver ce qui était un élément essentiel de l'architecture de Jean Nouvel, la transparence et la visibilité sur la ville et depuis la ville sur les collections de Lima. ça, c'est des travaux qui vont durer combien de temps et qui auront lieu quand? Alors notre souhait, c'est de pouvoir les ouvrir à l'été prochain. Et si le calendrier est tenu, qu'il ne dure qu'une année pour ne pas priver l'Institut de sa collection permanente. Anne-Claire Legendre, en quoi les coopérations entre Lima et les pays arabes sont source de rapprochement? Il y a eu, diplomatique j'entends, il y a eu toute une série, toute l'époque langue a été émaillée de polémiques. Alors, j'en notais une en 2019, Israël avait protesté parce qu'ils apparaissaient pas sur une carte de la région à l'expo sur Haloula, cette oasis en Arabie Saoudite. 2 ans plus tard, c'est des intellectuels arabes qui, eux, avaient appelé au boycott parce que Lima avait emprunté des œuvres à des institutions israéliennes. C'est évitable, ça?
Parce qu'il y a rapprochement, mais il y a aussi distance. C'est un lieu de débat, c'est un lieu de débat sur tous les conflits de la région. Donc vous voyez, on a tenu par exemple à Lima une rencontre des sociétés civiles palestiniennes et israéliennes le 12 juin à l'initiative de Jean-Noël Barrot. Et ça permet ce dialogue. C'est évidemment dans un moment compliqué, un moment où se pose la question du boycott culturel avec Israël que soutiennent certains. Donc on voit bien que ces Auquel vous êtes questions-là... opposé? Moi, je suis opposé personnellement. Je ne crois pas que des acteurs culturels qui, par ailleurs, critiquent leur gouvernement ne doivent pas trouver de voix en France. Je crois qu'au contraire, on a besoin d'entendre dans la société civile israélienne des acteurs culturels qui tiennent d'autres positions, puisque à la fin des fins, il faudra que les Israéliens eux-mêmes élisent un gouvernement et fassent le choix d'une autre politique. Mais ça, c'est presque un acte de résistance face au gouvernement israélien, si je comprends bien. Et donc, on n'est pas pour le coup, pas le rapprochement. Alors, le gouvernement israélien, il n'est pas au cœur de l'institution, puisque c'est une Non, mais vous institution parlez des des États artistes arabes. opposants, on va dire. Oui. Je Donc, parle d'artistes opposants, le parce qu'on choix parlait de de boycott culturel. Mais évidemment, aujourd'hui, je crois qu'on peut condamner la politique menée par le gouvernement israélien, qui continue à mener une politique d'occupation à Gaza, une politique qui place les Gazaouis dans une situation absolument intolérable au plan humanitaire, et qui, par ailleurs, laisse se produire, avec une forme d'impunité qui plus que questionne, des violences en Cisjordanie qui menacent la population. Donc, il ne s'agit pas de rapprochement avec l'État d'Israël. Il s'agit aujourd'hui d'être un lieu de dialogue qui permette de faire émerger des solutions. Et de le faire à travers la culture, les imaginaires, le dialogue intellectuel également, ce qui manque aujourd'hui, il nous semble, sur la scène médiatique. Anne-Claire Legendre, vous restez avec nous, présidente de l'Institut du monde arabe, et on se retrouve après le journal de 8 heures pour poursuivre ce grand entretien. 8 heures. Les matins d'été, Bérangère Bonte. À 8h21 sur France Culture, la présidente de l'Institut du monde arabe, donc la diplomate aussi, forcément, que vous êtes et que vous resterez, que vous resterez toujours. On évoquait ces artistes israéliens tout à l'heure. Je voudrais qu'on dise un mot quand même du risque d'escalade au Moyen-Orient, parce que c'est vraiment un sujet que vous connaissez bien. Ça fait 9 jours que les Américains, ou en tout cas que les bombardements américains et les ripostes iraniennes ont repris. Comment faut-il entendre la menace iranienne de guerre totale à échéance, disent-ils parfois, certains en tout cas, de 2 ou 3 jours? Je crois qu'il y a un risque d'escalade, en effet, dans la région, mais il faut évaluer les intérêts de part et d'autre. Je pense que l'Iran a intérêt aujourd'hui à continuer d'utiliser finalement le détroit d'Ormuz et la menace qu'il fait peser sur les pays de la région, et notamment les alliés du Golfe, qui sont aussi des alliés précieux pour la puissance américaine, pour obtenir un accord qui soit à leur bénéfice. Et probablement sentent-ils du côté des États-Unis une fébrilité suffisante pour pousser leur avantage. Donc il y a un risque d'escalade, compte tenu de la puissance américaine, compte tenu du jusqu'au-boutisme des dirigeants iraniens, qui ont prouvé que la sécurité de leur population en avait pour eux que très, très peu d'intérêt. Mais il y a néanmoins des intérêts iraniens qu'il faut pouvoir factoriser, et dont nous espérons que les États-Unis les prennent bien en compte pour pouvoir gérer une négociation réussie jusqu'au bout. Elle reste d'actualité, cette négociation. C'est-à-dire Donald Trump, quand il reprend les bombardements, là, est-ce qu'il ne reconnaît pas d'une certaine façon que son mémorandum c'était le 17 juin, signifiait pas du tout en fait que la guerre était gagnée? Je ne suis plus dans le secret des négociations, donc je ne peux pas attester de cela, mais il me semble que ce que nous avons vu ces derniers mois et ces dernières années, c'est un Donald Trump qui finalement négocie sous les bombes, avec la menace de bombardement, avec une menace qui parfois anticipe même sur les délais qu'il a lui-même fixés pour le succès de ces négociations. En tout état de cause, les États-Unis et le monde entier ont besoin d'une restauration de la liberté de
circulation sur le détroit d'Ormuz. Et donc, on ne peut pas imaginer que cette négociation s'arrête complètement. Avec qui la France parle-t-elle en Iran aujourd'hui? Est-ce que vous savez, on entend évidemment que vous n'êtes plus forcément aux premières loges, mais le doute sur le fils du guide suprême qui est censé avoir repris le pouvoir, Mojtaba Khamenei, on a une idée enfin, c'est avec qui on parle? Écoutez, nous, on a toujours une ambassade à Téhéran et on ne l'a jamais fermée. Donc, on a maintenu ces canaux à la fois diplomatiques, de renseignement avec les autorités iraniennes. Par ailleurs, il y a eu des contacts depuis Paris avec des échanges. Mais sur le guide lui-même, vous savez bien que dans le contexte actuel de menaces particulièrement précises sur lui après les frappes américaines, j'imagine que les contacts avec ce personnage-là sont particulièrement compliqués pour la totalité des partenaires internationaux. Vous dites que l'ambassade est toujours là. L'Institut du monde arabe discute, envisage des projets avec l'Iran dans un contexte pareil où tout est à l'arrêt. Alors l'Iran ne fait pas partie de l'Institut du monde arabe puisque cet institut il a été fondé avec 22 États arabes, ce que n'est pas évidemment l'Iran. En revanche, on voit bien que le sujet de l'Iran est un sujet qui a un impact immédiat sur la sécurité de tous les voisins et donc est une préoccupation première pour tous les pays du Golfe notamment, mais au-delà. Et donc c'est un sujet qui est traité à l'Institut du monde arabe dans le cadre des débats géopolitiques que nous avons. Et nous aurons d'ailleurs sur le sujet de la sécurité du Golfe un grand colloque en fin d'année avec la plupart des acteurs de la région. Donc le sujet, il est traité sur ce plan géopolitique, il est aussi traité sur le plan culturel, pour le coup avec la présence des acteurs culturels iraniens qui ont été régulièrement invités à l'Institut du monde arabe, parce que c'est là aussi une voix que nous voulons entendre, qui est particulièrement réprimée évidemment par les autorités iraniennes et que l'Institut du monde arabe a donc aussi vocation à faire entendre. En quelques mots, le colloque dont vous parlez, fin d'année, c'est le programme et les participants Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit bien que dans un contexte de diversification des partenariats géopolitiques, il y a évidemment un intérêt à renforcer la discussion entre l'Union européenne et les pays du Golfe. Et donc, l'Institut du monde arabe n'a pas vocation à travailler avec les autorités officielles en matière diplomatique, mais en revanche, nous entretenons des relations avec tous les think tanks de la région. Et donc, c'est dans le cadre de ce dialogue-là que nous aurons en novembre un dialogue consacré à la sécurité dans le Golfe et qui réunira des partenaires européens et des partenaires golfiques. Vous étiez en Syrie avec le président de la République au début il y a quelques semaines. À quel titre, évidemment comme patronne de l'IMA, aussi quand même, vous faites non de la tête avant même que je finisse la question, est-ce que votre présence, ça reste une expertise précieuse pour le président de la République ou d'une façon ou d'une autre quand même? Moi, je suis présidente de l'Institut du monde arabe, mais il y a des conseillers auprès du président de la République qui font le travail que je faisais auparavant. Donc cette expertise, elle existe auprès du président de la République et évidemment, ils n'ont pas besoin de moi pour définir une politique aujourd'hui. Non, ma présence en Syrie, elle était particulièrement pertinente parce que la visite du président de la République a été l'occasion d'organiser le retour de 23 pièces archéologiques extrêmement précieuses que nous avions dans les collections de l'Institut du monde arabe depuis 2010. C'était des pièces que nous avions en dépôt officiellement de la part de la Syrie avant la guerre civile. Et donc, évidemment, au cours de cette guerre civile, il n'avait pas été possible, ni politiquement, ni à raison des conditions de sécurité, de pouvoir retourner ces pièces en Syrie. Et les Syriens, dès lors qu'il y a eu des nouvelles autorités à Damas, ont en fait appel à tous les musées internationaux pour organiser le retour des pièces qui étaient à l'extérieur du pays,
compte tenu des immenses destructions qu'ils ont aussi subies. Je voyais des images ce matin du musée de Palmyre, où vous vous souviendrez de son directeur qui avait été décapité en 2015, Khaled Hassad, et qui avait tout fait pour préserver ce site extraordinaire pour le patrimoine de l'humanité, malheureusement très largement détruit par les forces de Daesh. Nous avions dans nos collections des pièces de Palmyre, donc il était particulièrement important que nous puissions les ramener en Syrie, là où les Syriens pourront à nouveau les voir et les étudier. Et qui seront donc au Musée national de Damas. Vous confirmez que l'IMA va préparer une grande expo consacrée à la Syrie, ce qui marquera d'ailleurs le retour de la Syrie sur la scène culturelle internationale? Oui, c'est ce que nous avons proposé aux autorités syriennes et donc on travaille avec elles pour en définir l'angle, mais c'est leur souhait à elles. Vous savez qu'elles étaient présentes pour la première fois depuis la guerre civile à la Biennale de Venise avec un pavillon syrien qui a aussi marqué le retour de la Syrie sur la scène culturelle et donc nous souhaitons leur faire cette place parce que je crois qu'il y a eu notamment tout ce patrimoine qui a été menacé, pillé et que Daesh finalement souhaitait effacer de la surface de la planète et de notre histoire collective. Donc c'est important de le montrer. Mais il y a eu aussi pendant toute la Révolution une expression culturelle extrêmement vive qui s'est faite à la fois sur le terrain, parfois sur les murs des villes syriennes, mais aussi dans toute la diaspora syrienne, et il faut que nous puissions la montrer. Ça signifie, Anne-Claire Legendre, que la Syrie et le président Al-Shara est un partenaire totalement fiable aujourd'hui aux yeux de la France? Aujourd'hui, c'est un partenaire que nous avons choisi de soutenir pour ce qui est des autorités françaises, parce que pour nous, la stabilité de la Syrie est un élément central. Et par ailleurs, nous avons soutenu tout au courant de la guerre civile cette opposition syrienne qui tentait de faire valoir ses droits démocratiques sur la répression et l'oppression de Bachar el-Assad. Donc aujourd'hui, c'est cette Syrie-là, c'est cette Syrie qui veut une voie inclusive, pluraliste, qui rassemble l'ensemble de ses composantes que nous continuerons de soutenir en tant que France à l'Institut du monde arabe et dans le cadre de la diplomatie française. Mais totalement rassuré aussi sur la protection des minorités. On se souvient des massacres qui ont visé les Alaouites l'année dernière, les Druzes également. Et le président de la République s'engage à les protéger, ce qui veut dire qu'il y a encore des inquiétudes? Le président de la République a eu ce mot, je crois qu'il a dit que nous n'étions pas naïfs sur la situation sur le terrain. Il est évident qu'il y a énormément de défis, des défis sécuritaires. Il y a eu des massacres que nous avons condamnés. Il y a des procédures en cours pour juger les auteurs de ces massacres, notamment sur la côte alaouite. Vous savez que nous avons été engagés dans la négociation aussi au nord pour faire en sorte que les Kurdes soient reconnus comme une réelle composante de la société syrienne. Donc évidemment qu'il y a des inquiétudes. Le président de la République a eu l'occasion, et j'y participais, de s'entretenir avec des membres de la société civile syrienne qui venaient de toutes parts, des défendeurs des droits des femmes, des membres des différentes communautés, mais également des juristes spécialistes de la justice transitionnelle. Je crois que ce qui était frappant dans cette conversation, c'était l'esprit de construction qui animait l'ensemble de ces membres de la société civile. Donc, ils exprimaient des inquiétudes, mais ils exprimaient aussi leur propre travail avec les autorités actuelles pour faire en sorte que le cadre politique syrien soit conforme aux aspirations du peuple syrien demain. On vous prête, Anne-Claire Legendre, un rôle moteur comme conseillère Moyen-Orient proche du président de la République, dans la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, officialisée à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire du processus. Comment vous êtes arrivé? Ça a été un long travail, évidemment, de l'ombre pour le coup. À quel moment, pourquoi vous vous dites que finalement cette reconnaissance de la Palestine, c'est le seul levier possible? Alors, tout d'abord, ce n'est pas moi qui le dis, puisque ce n'est pas moi qui décide. C'est évidemment le président de la République qui prend cette décision, qui est une décision historique
pour la France de reconnaître la Palestine. Et ce cheminement qui est fait par toutes les diplomaties françaises avec les ministres successifs, il fait le constat que finalement, nous avons essayé de passer par un certain nombre d'instances internationales, le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'autres instances judiciaires ont été saisies pour obtenir un cessez-le-feu. Et finalement, ce cessez-le-feu n'arrive pas. Ou il arrive, puis on retombe dans une logique qui s'apparentait à finalement une destruction systématique à Gaza. Et donc il fallait trouver les moyens de faire cesser cette dynamique. Et on se rend bien compte tenu de nos propres capacités, de la division de l'Union européenne, que la question de la reconnaissance va devenir un des leviers, le principal levier que nous avons dans nos mains pour susciter une mobilisation internationale. Et donc ce levier, il peut être joué de façon nationale, décorrélé finalement d'autres acteurs. C'est le choix qu'ont fait l'Espagne, par exemple, ou l'Irlande. Mais ce qui était le souhait du président de la République, c'était de faire en sorte qu'il puisse avoir un impact dans la réalité sur le conflit. Et cet impact, c'est évidemment d'essayer de pousser les acteurs au cessez-le-feu. Donc cela nécessitait à la fois de réunir toute une série d'acteurs avec nous. Ce travail, il a été fait très étroitement avec l'Arabie Saoudite et l'engagement du prince héritier Mohammed Ben Salman, mais il a été fait aussi avec le soutien, et c'est ce qu'a confirmé le texte que nous avons négocié aux Nations Unies pour soutenir cette démarche avec 144 autres États. Et je crois que c'est cette mobilisation internationale associée aux conditions finalement que pose ce texte, des conditions qui s'appliquent à Israël, mais qui s'appliquent aussi au Hamas, puisque nous avons réussi, sous l'autorité du président de la République, à faire en sorte que les États arabes condamnent le Hamas et appellent à son désarmement dans cette déclaration, mais aussi à la réforme de l'autorité palestinienne, et que tous ces éléments-là ont permis à la fois la reconnaissance par un nombre très significatif d'acteurs, et pour la première fois des membres du G7, qui était particulièrement significatif, mais ont permis aussi finalement de déclencher une démarche de négociation d'un cessez-le-feu par les États-Unis. Ça, c'était la première étape, sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que Israël bombarde toujours Gaza. Quels sont les plans de la France? Je veux dire, cette reconnaissance, c'est très bien, mais quels sont les plans de la France pour permettre aux Palestiniens de rester à Gaza, et dans quelles conditions? Alors encore une fois, je ne suis plus à la manœuvre, donc c'est Mais est-ce que difficile c'était pour moi la suite d'évoquer était ça. prévue? Enfin, je veux dire, Bien sûr, le document que nous avons négocié avec donc 144 autres États et l'entièreté des pays de la Ligue arabe, c'était un plan qui permettait une cessation des hostilités, la mise en place d'une gouvernance à Gaza qui est un lien avec l'autorité palestinienne, le tout devant mener finalement à ce désarmement évidemment nécessaire du Hamas, mais surtout une reconstruction dans des bonnes conditions sur la totalité de la bande de Gaza. Aujourd'hui, on voit que ce processus, il n'a connu que le premier acte, c'est-à-dire un cessez-le-feu qui, comme vous le signalez, est par ailleurs violé par les forces israéliennes, alors qui évoque aussi des viols du côté du Hamas. Et c'est ce qu'on se constate malheureusement, c'est que le Hamas a repris aussi le contrôle d'une partie de la bande de Gaza. Mais il y a aujourd'hui une occupation d'une très large part de la bande de Gaza, et surtout absolument pas de processus qui permettent aux Gazaouis de vivre une vie digne. Aujourd'hui, l'aide humanitaire est toujours extraordinairement limitée, et il n'y a pas de reconstruction sur la totalité de la bande de Gaza. on parlait tout à l'heure de ce que permet les discussions culturelles en termes de rapprochement diplomatique. Je veux dire, je veux qu'on dise un mot de l'Algérie et de Christophe Glaise, parce que vous avez rencontré, vous, le président Tebboune, plusieurs fois, dans le cadre de vos fonctions, notamment à Lima. Il était en Allemagne il y a quelques jours, Allemagne à qui on prête un rôle potentiel
dans cette éventuelle grâce. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et là, vraiment, j'ai aucun élément Dans vos échanges avec le président Tebboune, notamment? sur le sujet. Écoutez, moi, je me suis rendue en Algérie, mais cela fait déjà plus de 3 mois, puisque c'était tout au début de ma prise de fonction à l'Institut du monde arabe. Je m'y suis rendue dans le cadre de mes nouvelles fonctions pour établir avec l'Algérie aussi un nouveau cadre de coopération. J'ai en effet eu l'honneur d'être reçu par le président Tebboune, et à cette occasion, j'ai fait part du souhait de la famille Glaise de voir Christophe Glaise bénéficier d'une grâce présidentielle. Mais je ne peux pas vous en dire davantage. Lima, donc, il y a l'exposition Byblos, il y a une exposition qui va s'appeler Vive la mariée, avec des créations qui ont l'air formidables, de 27 artistes contemporains du Maghreb et de ses diasporas à partir du 29 septembre, Les secrets de l'Alhambra à partir du 24 novembre, et on aura l'occasion de reparler de tout ça. Merci beaucoup Anne-Claire Legendre Merci à vous. d'être passée par les matins d'été de France Culture.